pouvez faire 20 000 par année, mais avoir aucune dette, puis faire 200 000, puis être déjà surendetté. Bien, la personne qui va avoir 20 000, peut-être qu'elle va être admissible à un prêt qui est beaucoup plus élevé que la personne qui fait 200 000. Fait que tout dépend de ces ratios-là. Si j'ai la chance d'accueillir avec moi Jonathan L'Espérance, un spécialiste hypothécaire qui est là aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui encourt les hypothèques, comment faire quand on commence pour nos premiers pas en tant qu'acheteur et toutes les démarches autour de ça. Comment tu vas, Joe? Salut, bonjour tout le monde. Ça va super bien. Merci à toi, Kev. Ça va super bien, merci beaucoup. Pour un peu les gens qui nous écoutent, là, est-ce que tu pourrais parler toi d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. En fait, j'ai commencé, j'étais étudiant et tout ça à l'université, en administration, finance et plusieurs autres choses, quoi. Finalement, j'ai commencé là, mon parcours, si tu veux, de travail en assurance. Fait que j'ai été chercher ma licence là, à l'AMF pour tout ce qui coûtait, en fait, tout ce qui touchait les assurances invalidité, court terme, long terme, maladies graves et tout ça. Pour finalement commencer dans le monde un petit peu de l'immobilier, j'ai toujours été un petit peu un fan de l'immobilier, si on veut. Ouais, c'est ça. C'est un super beau métier, puis je pense que c'est une très belle place à investir son argent. Puis, ça m'a apporté plus vers le côté des hypothèques à la banque. Dans le fond, c'était là que je voulais travailler au tout départ, si tu veux, avec mes études, travailler dans une banque. Puis, c'est finalement là que je me suis rendu. Donc, j'ai commencé le métier il y a de ça à peu près 8 mois. Au sein d'une banque. Puis, présentement, ben, ce que je fais pour vivre, quoi, c'est des hypothèques. Donc, je fais ça à longueur de journée, aider les clients à acheter leur première propriété ou même un investissement pour les personnes qui en ont déjà plusieurs. Fait que c'est un petit peu mon métier, puis c'est de là que je viens. Puis j'adore ça, quoi. Ben, c'est cool. Ben, félicitations pour ton parcours. Puis là, moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir toi, le spécialiste hypothécaire. Fait que ça fait quoi un spécialiste hypothécaire? OK. Ben, en fait, un spécialiste hypothécaire, nous, notre boulot, c'est vraiment d'accompagner le client tout au long du processus d'achat, puis même avant ça, le préparer à ce qu'il puisse acheter une propriété. Fait que ce soit un condo, une maison, un chalet, un duplex, un triplex ou n'importe quoi. C'est vraiment de prendre le client en charge du processus au tout départ, regarder avec eux, voir, bon, ben, c'est parfait, donc on va vous faire préqualifier. Donc, tu sais, regarder avec eux tous les éléments de comment on préqualifie une personne, leur donner les informations parce que je ne veux pas acheter une propriété pour quelqu'un, c'est toujours quand même un gros événement pour la vie. Tu sais, ce n'est pas Un des quelque plus chose gros qu'on va achats que acheter. tu fais de ta vie, hein. Ben, exactement. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va acheter 20 propriétés dans une vie. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école non plus. Donc, mon métier, c'est vraiment de regarder avec le client, leur donner de l'information, puis les aider à structurer leur next step, si on veut, pour justement acheter la propriété. Fait que c'est vraiment ça mon travail, c'est de conseiller, puis d'aider les clients à mieux comprendre la transaction, puis comment arriver à la transaction finale. Mais c'est sûr, puis tu as dit quelque chose qui m'a interpellé un peu. Tu m'as dit des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Puis c'est tellement vrai, puis c'est un peu ce que je fais au travers de mes capsules vidéo, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais aucune idée de c'est quoi vraiment une hypothèque, tu sais. Puis on ne nous l'apprend pas. Puis pourtant, c'est des choses qui sont tellement vitales au final quand on va faire de l'investissement, quand on veut s'en sortir un petit peu, puis qu'on va faire grossir son portefeuille. Fait que ça m'amène à la prochaine question. De la manière la plus simple possible, qu'est-ce que c'est une hypothèque? OK, ouais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque en termes très faciles? C'est un prêt. Comme quand on achète une voiture ou comme quand on achète des électroménagers. C'est de l'argent qui est prêté au client pour pouvoir acheter une propriété. Parce que c'est très rare, admettons que j'ai des clients qui viennent me voir et me disent Hey, Jonathan, j'ai 400 000 pour acheter une propriété. Euh, puis je n'aurais pas besoin d'avoir un prêt. Tu sais, c'est très rare, ça prendrait beaucoup d'années avant qu'une personne puisse accumuler autant d'argent pour acheter une propriété cash. Donc, c'est sûr qu'un prêt hypothécaire, ce que c'est de l'argent qu'un prêteur va vous prêter pour pouvoir accéder à la propriété plus tôt sans devoir débourser là, le coût au complet en cash. Parfait. Puis aussi devenir propriétaire plus tôt
c'est commencer à prendre une plus-value sur notre bien plus tôt également. Donc, des fois, il vaut mieux passer à l'action rapidement, recevoir de l'argent de la banque que d'attendre d'avoir un certain niveau d'argent pour acheter le plus tôt, le mieux, comme on dit. Ce qui m'amène un peu vers la suite des choses. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avoir accès à une hypothèque, pour que la banque me dise, Kev, voici ton hypothèque? En fait, c'est sûr que tous les prêteurs vont avoir des lignes directrices qu'ils vont devoir suivre. Ça dépend d'un critère à l'autre, puis ça dépend d'une institution financière à une autre aussi. Je te dirais que ce qui revient très souvent, c'est d'avoir au moins une bonne cote de crédit. Pas nécessairement une cote qui est là à tout casser. Tu sais, on peut s'en sortir très bien avec une cote de 620 et OK. au-dessus. Il y a toujours des alternatives. Tu sais, si jamais on n'a pas une cote de crédit qui excède le 620, il peut toujours avoir des prêteurs B. Fait que, c'est pas parce que vous avez une cote non plus en dessous de 620 que vous allez être bloqué puis vous ne serez jamais capable d'acheter une propriété. Ça, c'est sûr. OK. Ben, Mais ça rassure quand même, je pense, beaucoup de monde de savoir que des erreurs de jeunesse ne vont pas nécessairement les suivre toute leur vie ou peu importe. Tout est fait pour pouvoir vous aider au final. exactement. C'est sûr que là, il y a toujours des différents scénarios, puis chaque cas est très différent. Mhm. Mais règle générale, dans une institution financière, un prêteur va demander à peu près un minimum de 620. OK. Puis cette cote-là va varier. Il y en a un pour un prêteur pour qui le minimum va être 620, un autre va être 660, un autre 680. Ça dépend de ce qu'on veut, puis avec qui qu'on fait affaire. Puis, ça dépend aussi du produit, parce que, veux pas, un prêteur va toujours avoir plusieurs produits Tout à à fait. vous proposer selon ce qui est le mieux pour vous. Puis certains produits vont demander des critères qui sont plus différents que d'autres. Fait que ça dépend toujours. Mais règle générale, un 620, on s'en sort très bien avec un prêteur A. Donc, pour ça, c'est une des conditions, dans le fond, pour avoir une hypothèque. Donc, on parle de la cote de crédit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois cocher pour que la banque puisse m'accepter pour un prêt? Oui, il y en a plusieurs. On a commencé par la cote de crédit. Ça, je vous dirais que c'est la chose la plus importante. Ensuite de ça, ce qu'ils vont regarder, ça va être vraiment votre revenu. Nous, comment que ça fonctionne de notre côté pour les prêteurs, c'est qu'ils vont demander en fait de respecter certains ratios. Ces ratios-là, c'est quoi? Bien, ça va déterminer, dans le fond, votre ratio d'endettement, puis nous dire à quel montant qu'on pourrait aller pour vous donner une hypothèque, puis que vous soyez quand même capable de vivre. Tu sais, que ce soit une banque ou un prêteur privé ou n'importe quoi, bien, c'est sûr que oui, ils vont vous passer de l'argent, mais par contre, il y a toujours un maximum parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous passer 1 million de dollars si vous faites un revenu de 20 000 par année. C'est sûr OK. qu'il va y avoir toujours un plateau qu'on ne pourra pas franchir selon les dettes qu'on a présentement, le revenu que vous faites, parce que sinon, vous allez passer votre vie vraiment dans la misère. Tu sais. C'est pas bon non plus pour la réputation du prêteur de donner des prêts trop grands à leurs consommateurs. Puis c'est aussi dangereux pour le consommateur parce que tu ne veux pas faire une faillite non plus. Tu sais. Tout à fait. Fait que Ça ça fait en est. Pardon? Non, je disais, ça fait vraiment du sens ce que tu dis, mais là, je suis en train de me demander, donc dans le fond, si je veux une hypothèque, on va regarder mon ratio d'endettement. Donc, comme tu dis, moi, si pardon, la banque décide de me prêter de l'argent, puis que donc je rentre dans je coche toutes les cases pour avoir accès à une hypothèque, puis je décide là, de changer mon ratio d'endettement. Moi, j'ai 50 ans, j'ai vu une Corvette, puis je veux l'acheter. Est-ce que ça pourrait compliquer les choses au niveau de l'hypothèque? Oui, c'est sûr. Puis ça dépend aussi quand est-ce qu'on fait la demande. Fait que, tu sais, quand j'ai des nouveaux clients, puis qu'on regarde, tu sais, c'est sûr qu'on va savoir un petit peu c'est quoi leur but. Tu sais. C'est quand que vous voulez acheter, c'est quoi que vous voulez acheter, puis vers quel prix qu'on peut se permettre. Tu sais. Fait que moi, mon travail, en réalité, ça va être de guider les clients, puis aussi tu sais, de leur parler de comment faire attention. Parce que lorsqu'on magasine une propriété, les ratios, c'est super important pour le montant maximum qu'on peut se permettre. C'est sûr que si vous ajoutez en plus dans vos paiements, une nouvelle Corvette qui va vous coûter quand même un bon petit prix mensuel, moi, je n'ai pas le choix de l'inclure dans les ratios si on OK. fait l'achat de la Corvette avant l'achat de la propriété. À ce OK. moment-là, c'est sûr que ça va faire changer tous les montants. Parce que dans le fond, les ratios pour les personnes qui sont moins habituées, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu'on apprend nécessairement, puis ce n'est pas quelque chose non plus qui est super c'est intéressant. C'est très rare qu'on va se renseigner là-dessus. Dans le fond, on a deux ratios qu'on regarde, nous,
pour les prêteurs. Fait qu'on a le premier ratio qui va être vraiment ce qu'on appelle le ABD. Lui, comment il va être calculé? C'est qu'ils vont prendre le coût de votre futur engagement hypothécaire. Donc, ce que ça vous coûte mensuellement là, pour la portion capitale que vous allez devoir rembourser et la portion intérêt. À ça, ils vont ajouter, dans le fond, tout ce qui est les frais de taxes, donc les taxes municipales et les taxes scolaires mensuelles, plus les coûts de chauffage mensuels, puis si jamais il y a des frais de condo, on inclut ça à ça. Puis on divise ça par votre revenu. OK. Fait que ça, c'est le premier ratio. S'il excède 34 règle générale, ça ne fonctionnera pas. T'sais. Le deuxième ratio, lui, comment il fonctionne? C'est exactement la même chose, sauf que lui, il s'appelle l'ATD. L'ATD, c'est quoi? C'est comme le premier ratio, les mêmes calculs, mais à ça, on ajoute aussi toutes vos autres dettes de crédit. Ah, Donc, c'est pour ça que là, si on achète une Corvette, bien, dans votre paiement, dans les ratios, ils vont calculer, parfait, vous avez donc une hypothèque à payer. Vous avez donc le coût du capital plus intérêt, les taxes, chauffage, mais à ça, on va acheter aussi le coût mensuel de la Corvette, fait que le ah, prêt que vous allez emprunter, que ce soit une location ou un achat. Ils vont ajouter à ça aussi vos soldes de carte de crédit et marge de crédit si vous en avez une, puis tout vraiment qu'est-ce qui est à votre nom ou au niveau du crédit. OK. À ce moment-là, le ratio, on le divise encore une fois par votre revenu. Donc, si vous ajoutez plusieurs dettes puis que vous avez un revenu, je dis n'importe quoi, de 50 000 par exemple, à ce moment-là, le montant que vous allez pouvoir emprunter va être très différent si vous achetez ou si vous retirez une Corvette. Parfait. Donc, en gros, un peu ce que je comprends, c'est que le premier achat que je devrais faire, c'est une maison. Puis une fois que j'ai ma maison, je pourrais m'acheter ma Corvette. C'est plus dans cet ordre-là qu'il faudrait que je Et- procède. Exactement. Puis, tu Parfait. sais, c'est sûr que ça dépend les objectifs de tout le monde, tu sais. Mais c'est sûr que si vous voulez acheter en premier une propriété, bien, la Corvette, moi, je suggérerais très fortement que vous l'achetez par la suite. Parce On n'attaque qu'avant pas ça, les ça risque d'être ratios. très compliqué. Ouais. Parce qu'une fois que je reçois mon prêt, mais que là, je décide, donc tout est correct, on m'a prêté de l'argent, j'ai acheté ma maison, je suis au début de mes paiements, puis je décide de me prendre une Corvette. Est-ce que là, mes ratios changeraient techniquement? Est-ce que la banque pourrait dire, là, tu as fait trop d'achats, on te retire ton hypothèque? Est-ce que ça marche comme ça? Non, ça, la banque ne feront pas ça, là, à moins que vous ne faites plus vos paiements d'hypothèque parce que vous ne pouvez plus. Là. Mais Oui. règle générale, non, ça ne va pas vous bloquer. OK. Là, par contre, où est-ce qu'il faut rester quand même raisonnable, puis c'est pour ça que c'est aussi important, je crois, d'avoir une bonne relation avec votre spécialiste hypothécaire, que ce soit un courtier ou quelqu'un qui travaille à une banque. C'est si vous avez des futurs projets d'investissement, donc je donne un exemple, vous faites affaire avec moi pour acheter votre première maison, mais que vous me dites aussi, hey, Jonathan, dans 2, 3 années, j'aimerais ça peut-être aussi acheter là, un duplex, commencer à investir là-dedans. À ce moment-là, on pourrait établir un plan de match. Fait que c'est sûr que si vous me dites que vous voulez acheter aussi une Corvette, je vais vous dire, ben, peut-être qu'une voiture moins chère, ça pourrait être plus intéressant, sachant vos projets d'investissement futurs. Je Parce comprends. que dans le fond, quand on va arriver après ça à acheter le duplex, puis si vous avez encore votre Corvette à votre nom avec des paiements mensuels, bien là, vous allez avoir votre propriété, donc votre maison dans vos ratios, mais en plus de ça, il va y avoir la nouvelle Corvette. Mais là, il va falloir inclure aussi la nouvelle propriété, le duplex. Peut-être qu'à ce moment-là, on va être bloqué pour l'achat du duplex, tout simplement parce qu'on a déjà acheté une Corvette. T'sais. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation avec votre spécialiste pour pouvoir justement parler de ces projets-là. Parce que c'est comme un jeu d'échecs. Il faut bien placer ses pions pour que ce soit plus facile d'accéder à la propriété avant. T'sais. Je comprends tout à fait. Il faut toujours avoir un plan de match, puis je pense que c'est là l'importance d'être bien conseillé pour avoir un plan de match solide, puis pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs sur le long terme. Donc là, on a parlé pas mal de la cote de crédit. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'autre chose pour avoir une hypothèque? Je sais que j'imagine que je dois avoir un certain salaire par année. Est-ce que je dois faire un minimum de 50 000? Comment ça fonctionne? C'est quoi le bon chiffre? OK. Donc, ça, c'est une question que j'ai souvent ou même des affirmations que j'ai de mes clients. T'sais. J'ai certains de mes clients, par exemple, qui vont me dire ben écoute, j'entends, je ne comprends pas que je peux pas m'acheter un nouveau duplex. Je fais un salaire de 200 000 par année. Effectivement, tu fais 200 000 par année. Par contre, tu es déjà surendetté. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas te passer plus d'argent.
sais. Fait que comment que ça fonctionne au niveau du salaire? Bien, on va revenir au ratio parce que si on reprend le calcul, un des critères, c'est vraiment on divise par votre revenu. Fait que tout dépend de votre ratio d'endettement. Vous pouvez faire 20 000 par année, mais avoir aucune dette, puis faire 200 000, puis être déjà surendetté. Bien, la personne qui va avoir 20 000, peut-être qu'elle va être admissible à un prêt qui est beaucoup plus élevé que la personne qui fait 200 000. Fait que tout OK. dépend de ces ratios-là. Puis OK. aussi pour revenir, parce que je pense que c'est un détail qui est important à préciser. Dans le fond, lorsqu'on fait une préqualification ou une estimation pour savoir le montant auquel vous allez être admissible, c'est que le calculateur, lui, va aller, on va rentrer tous les chiffres dans le calculateur, si on veut, fait que votre revenu, vos dettes que vous avez déjà présentement, vos actifs, vos passifs et tout ça. Puis ça va nous sortir le montant maximal pour ne pas dépasser ces ratios-là. Donc, le 34 pour le premier ratio et le 40, non, Deux. C'est pardon. 42 me semble. Nom de tête, comme ça à t'aider, je pense que c'est 42. Ouais, mais check, on va couper cette partie-là, mais je me suis Vas-y. fucked up là, parce que le premier ratio, c'est 39 puis le deuxième, c'est 44. OK, 39-44, mais ça dépend. Tu vois, moi, à l'école, c'était 35-42. Je pense que rendu là, c'est un peu approximatif. Mais, Exact. OK, si tu veux, mais regarde, on va mettre une petite pause de seconde. Tu avais le code de crédit, tu veux qu'on refasse le travail stable? Ben, c'était bon ce que tu disais sur le. J'ai adoré le fait que quelqu'un qui gagne 200 000 peut peut-être aller moins chercher gros que quelqu'un qui en gagne 20. Là. C'est ce style, genre, quand je vais faire la vidéo, il me faut un hook. Là. Un hook, c'est un passage Hmm. de 15 secondes que les gens font comme OK, il faut que j'entende ce qu'il a à dire. Puis ça, je voyais Ah, exact, effectivement. ouh, j'étais comme, oh, il y avait du hook là-dedans. Ouais. OK, je peux te relancer si tu veux sur le travail stable. Fait que, OK, je vais. Le travail stable, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, On a-tu parlé tantôt? ben, dans le fond, plus sur le truc, genre, c'est combien qu'il me faut par année là, pour avoir un prêt? Tu sais, Ah, ok, c'était ouais, un je peu comprends. cette question-là, puis tu pourras repartir un peu sur ce que tu disais. Puis ensuite, je vais l'enchaîner sur la mise de fonds, mais tu vas voir, j'ai déjà mon idée en tête. Ok, parfait. Donc là, si je comprends bien, en gros, j'ai besoin d'avoir une cote de crédit, comme tu nous as décrit. Puis moi, je me demande, là, est-ce que je suis obligé de faire un certain salaire par année pour avoir une hypothèque? Est-ce que la moyenne, c'est 50 000 par année, puis en dessous, on ne peut pas avoir d'hypothèque? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ça, c'est une très bonne question. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, puis je te dirais que c'est un sujet qui est un petit peu mal compris. Tout part des ratios. Fait que, tu sais, comment on calculait ça tantôt, les ratios? Ben, c'est que le dénominateur commun, c'est toujours votre revenu. Tu sais. Fait que, mais on divise par le revenu. Dans le fond, ben, en fait, on va diviser vos dettes par votre revenu. Fait que c'est sûr que la personne qui fait 200 000, mais qui est déjà surendettée, ben, cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir un prêt beaucoup moins grand que la personne qui fait 20 000 par année, mais qui n'a aucune dette. Fait que tout dépend de votre revenu et de vos dettes. C'est un ratio, on ne veut pas être surendetté. Fait que si vous avez déjà beaucoup de propriétés ou vous avez justement des corvettes ou des trucs comme ça, ben, la personne qui fait 200 000 pourra peut-être moins emprunter que la personne qui fait 20 000. Fait que ça dépend vraiment, non pas juste de votre revenu, mais de les dettes que vous avez présentement. Donc, Fait c'est que vraiment c'est un le. sujet. Donc, je comprends que c'est vraiment le taux d'endettement qui va vraiment, vu que c'est. Je comprends, vu qu'il est divisé par le salaire annuel, peu importe, il faut que les deux lignes fassent du sens à la fin, tu sais. Exactement. Puis c'est de là qu'on parlait aussi de bien placer ses pions. Tu sais. Ouais. C'est pour ça que la personne qui fait 20 000 qui vient me voir, ben moi, je traite cette personne-là pareil comme la personne qui fait 300 000. Parce que la personne, au bout de la ligne, elle veut acheter. Puis si elle a bien placé ses pions, ben cette personne-là a peut-être un plus grand pouvoir d'achat que la personne qui fait 200 000. Ah, je comprends. Ben, est-ce que ça voudrait aussi dire que moi, je fais un petit salaire, on va dire que je fais 20 000 par année. Par contre, j'ai des parents qui ont un peu d'argent, qui ont eu des investissements, etc. Est-ce que c'est possible de pouvoir acheter quelque chose avec un co-signataire sur le côté? Oui, bien sûr. Dans le fond, même si on a un plus petit salaire, puis que, on n'a pas beaucoup de dettes, puis admettons qu'on dirait n'importe quoi, on sera admissible à peu près un 120 000 de prêt. Bien, cette personne-là, si elle me dit, ah, écoute, ma mise de fonds plus de 120 000, c'est pas assez. Il m'en manquerait un petit peu, surtout dans le marché qu'on est actuellement. Mais il y a toujours la possibilité d'ajouter un co-signataire. Puis OK. comment ça fonctionne lorsqu'on met un co-signataire? C'est que cette personne-là, elle va tomber 100 responsable aussi de l'achat avec vous. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre ses revenus en compte aussi, on va les additionner à vos revenus, mais on va aussi prendre leurs dettes.
Donc, c'est aussi important de s'assurer que son co-signataire soit assez liquide aussi, puis qu'il ne soit pas surendetté. Parce que oui, on peut acheter un co-signataire, mais des fois, un co-signataire peut aussi vous tirer dans le pied. Parce que si la personne a déjà plus de dettes, puis qu'elle a un revenu qui est correct, bien, cette personne-là, peut-être qu'au dossier, elle va apporter un plus gros revenu, mais elle va apporter beaucoup de dettes aussi. Mais si la personne a un bon revenu puis pas beaucoup de dettes, puis qu'on l'ajoute comme co-signataire, bien, à ce moment-là, votre pouvoir d'achat va se multiplier. T'sais. OK, je comprends vraiment mieux. Puis là, tu as glissé un mot sur la mise de fonds. J'entends souvent dire là, la mise de fonds, c'est 20 la mise de fonds, c'est 5 la mise de fonds, c'est 10. C'est quoi le vrai pourcent pour une mise de fonds, Jonathan? Oui, ça aussi, c'est un sujet qui est un petit peu mal compris pour plusieurs. Tu sais, on entend souvent parler, mettons, mon oncle qui me dit hey, moi, j'ai mis 20 sur ma maison. Ou tu sais, mon frère qui lui, il dit ah non, moi, j'ai juste mis 5 tu sais, c'est correct. C'est sûr que ça diffère de son projet, puis de ce qu'on fait avec la propriété qu'on achète. Donc, on peut y aller toujours avec un prêt qu'on appelle assuré. Donc, ça, OK. c'est lorsque un assureur comme la SCHL, qui est très connu, va demander seulement que si on va habiter cette propriété-là, c'est notre première propriété, on peut mettre un 5 de mise de fonds, puis c'est correct. Mais il y a aussi le fait qu'on va devoir payer une prime à l'assureur, ce qu'on appelle la prime SCHL. Oui, on va mettre 5 par contre, il y a un coût à ça. OK. Mais ça permet aussi d'acheter plus rapidement puis de devoir sortir un moins gros capital. Donc, ça, c'est un des scénarios. C'est ce Je qu'on appelle un prêt comprends. assuré. Il y a aussi le fait qu'on peut mettre un 20 de mise de fonds. C'est ce qu'on appelle pour nous un prêt conventionnel. Donc, oui, on peut mettre un 5 ou un 20 mais ça dépend si on va habiter la propriété ou non. Ensuite de ça, il y a les propriétés qui sont locatives. Donc, si on veut acheter un duplex, par exemple, puis qu'on va l'habiter, à ce moment-là, on peut débourser aussi un 5 de mise de fonds. OK. Donc, ça peut être un très bon outil pour Tout à un fait. investisseur qui veut commencer puis qui veut habiter un logement puis louer l'autre. Bien, de savoir qu'on peut juste mettre un 5 ça peut vraiment faciliter la transaction. OK. Fait que là, admettons, moi, je voudrais m'acheter un appartement, puis j'ai à peine 5 000 dans mon compte. Puis là, je vais prendre ma calculatrice rapidement pour faire un petit calcul. Mais si j'ai 5 000 de côté, puis que j'ai juste besoin de 5 de mise de fonds, je peux aller chercher jusqu'à 100 000. Donc, chaque 5 000 peut m'amener 100 000 à la fin, selon mes ratios d'endettement toujours. Fait que en gros, on n'a pas tant besoin de mise de fonds que ça pour avoir un prêt, si je comprends bien. Effectivement, ça dépend du projet. Encore une fois, on veut-tu acheter un duplex, on veut-tu acheter un triplex, on veut-tu acheter un cinqplex? Tout dépend de ce qu'on veut acheter puis si on va l'habiter ou non. Fait que, la mise de fonds va jouer entre un 5 puis un 20 C'est sûr qu'on peut toujours aller, c'est pas 5 je ne peux pas mettre 6 tu peux mettre 6, 7, 8, 9, 10. Fait que, il y a du jeu pour ça, mais ça dépend de ce qu'on veut acheter. Puis là, avec tout ce qu'on commence à comprendre avec ce que tu nous dis, ça serait quoi les premières étapes pour moi si je voudrais acheter ma première propriété? OK. Donc, ça, c'est aussi un sujet que les personnes ne sont pas habituées. Tu sais, un premier acheteur, ne sait pas nécessairement par où commencer. C'est sûr que c'est notre travail de les guider dans tout ça. Puis, je te dirais que la bonne marche à suivre, surtout dans le marché actuel où il y a beaucoup de surenchères, puis que c'est plus difficile d'avoir une offre d'achat qui est acceptée, ça serait de commencer avec ton spécialiste hypothécaire. Premièrement, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire, un conseiller hypothécaire, mais quelqu'un qui va pouvoir te faire une préqualification ou du moins faire un estimé de ce que vous pourriez vous permettre. Il va calculer avec vous vos ratios, regarder votre code de crédit, regarder la mise de fonds, vraiment vous expliquer comment que ça fonctionne, que ce soit un RAP de REER ou n'importe quoi. Cette personne-là va vous guider puis vous dire aussi, parfait, mais écoutez, avec ce qu'on a présentement devant la table aujourd'hui, on peut se permettre 200 ou 300 000 ou en tout cas, peu importe le montant, mais cette personne-là va pouvoir vous guider. Si jamais que ce n'est pas satisfaisant pour vous, il vous dit, ben écoutez, présentement, vous pouvez vous permettre 300 000 vous dites, aïe, moi, tu sais, je magasine, tu sais, je regarde un petit peu déjà sur Centris et tout ça. Ça serait comme un 350 000 minimum qu'il me faudrait. Mais à ce moment-là, cette personne-là est super qualifiée pour vous expliquer aussi
comment vous pourriez atteindre ce but-là. Fait que peut-être qu'en date d'aujourd'hui, ils vont dire, écoutez, présentement, vous pouvez maximum 300 000. Par contre, voici ce que vous pourriez faire pour vous permettre plus. Cette personne-là est qualifiée, puis elle fait ça à la journée longue. Fait que c'est cette personne-là qui va vous dire, ben, écoutez, si vous remboursez peut-être cette carte de crédit-là, vous fermez cette marge de crédit-là, il y a plusieurs alternatives, puis nous, on est habitués de jongler avec vraiment toutes nos options pour qu'à la fin de la journée, vous puissiez acheter votre propriété. Hey, C'est sûr que Ouais. on n'est pas non plus des magiciens. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On a toujours des règles à suivre. Il y a certains clients que, oui, on dit, écoutez, vous pouvez rembourser ça, mais peut-être que rembourser ça, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais au moins, vous allez savoir comment le faire, puis qu'une fois que ça va être fait, bien, ça va ressembler à ça, la situation. C'est quand même fou. Donc, dans le fond, là, moi, en tant que courtier immobilier, c'est sûr que quand j'ai des clients qui viennent me voir pour acheter, s'ils ne sont pas préqualifiés, je vais toujours les conseiller d'aller voir un courtier hypothécaire parce que si je ne sais pas combien ils peuvent aller chercher, surtout dans le marché en ce moment, ça va être très dur de chercher avec eux puisqu'on n'a pas d'estimation de combien ils peuvent aller chercher. Tu sais. Donc là, en fait, je suis en train de me dire que si je veux acheter une maison, je suis obligé de parler avec un spécialiste hypothécaire ou du coup, je ne suis peut-être pas obligé de le faire, mais je suis vraiment conseillé puis j'en ai que des avantages en t'en parler. Euh, Toi, derrière, là, combien ça me coûterait, moi, faire affaire avec toi? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on se fait demander souvent. Ça ne coûte rien. En réalité, nous, comment on est rémunéré, que tu sois courtier ou que tu sois vraiment conseiller à une banque, n'importe quoi, nous, c'est le prêteur qui nous paye au moment où est-ce que le prêt est déboursé. OK. Donc, nous, on est vraiment là à vous conseiller, à parler avec votre courtier immobilier parce que, veux pas, on travaille ensemble. Bien sûr. Moi, à longueur de journée, je reçois des appels de courtiers immobiliers ou que ce soit de mes clients ou de centres bancaires ou n'importe quoi. On travaille tout en équipe pour prendre le client en charge de A à Z. Puis nous, ben, faire affaire avec nous, ça ne vous coûte absolument rien. Nous, on est vraiment rémunérés par le prêteur. Le prêteur va nous donner, comme on va appeler ça, une commission. On se fait OK. donner une commission, mais ça ne coûte rien au client. OK. Donc, ça me coûte vraiment rien d'avoir tous tes conseils. Non, c'est ça, c'est gratuit, puis C'est on est là pour incroyable. ça. C'est Puis, incroyable, puis ça me fait penser un peu à moi, mon métier, qui est aussi de mon côté, quand des gens cherchent à acheter. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais tout le monde a l'impression qu'un courtier, un courtier immobilier, ça coûte cher. Mais pour un acheteur, c'est également gratuit. Dans le fond, vous n'avez pas d'argent à débourser en extra. Donc, à toi, je ne te fais pas un chèque à la fin une fois qu'on a fait affaire ensemble. Puis à moi, vous n'en faites pas non plus un chèque à la fin. Je suis payé par l'autre partie, comme toi, tu es payé par le prêteur, donc directement. C'est donc un point, je pense, qui est important à savoir que les gens sachent. Ça m'amène à autre chose aussi, c'est que j'ai l'impression que chaque hypothèque sont vraiment, vraiment différentes. Est-ce qu'il y a vraiment une hypothèque adaptée à chaque situation? Ce qui est le fun de, de travailler avec de grandes institutions financières ou avoir accès à plusieurs prêteurs, c'est qu'effectivement, chaque prêteur a plusieurs produits. C'est sûr qu'il y en a qui sont adaptés pour tout le monde. Tout dépendant, si vous êtes un investisseur, il y a toujours certaines promotions, il y a toujours certains produits qui vont être mieux pour vous, que ce soit avec une marge de crédit hypothécaire pour faire des rénovations ou pour utiliser pour une nouvelle mise de fonds ou une remise en argent ou un taux fixe, un taux variable, un prêt hypothécaire à déboursement progressif pour les autoconstructions. Il y a vraiment de tout. Puis, c'est notre job de bien comprendre c'est quoi votre projet, puis ce qui est le mieux pour vous. Parce que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Les clients, ils viennent nous voir avec des points d'interrogation dans les yeux, puis ils sont comme, s'il vous plaît, aide-moi. Genre, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il y a tellement de banques, il y a tellement de prêteurs, il y a tellement de conseillers, il y a tellement de courtiers. Et nous, notre travail, c'est de prendre tout ce puzzle-là, puis prendre chacune de vos petites pièces qui sont des questions, puis mettre ça à la bonne place pour que, à la fin de la journée, vous soyez bien renseigné, que vous preniez la meilleure décision pour vous, puis que nous, on facilite le tout. Nous, notre travail, c'est vraiment de prendre le stress du dos des clients, se le mettre sur notre dos, puis faire, écoute, je fais ça à longueur de journée, je suis spécialiste là-dedans, je connais pas mal tous les produits, je le sais, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu peux te permettre, qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre.
où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Fait que, tu sais, tout ça va faire en sorte qu'effectivement, il n'y a pas une transaction qui est pareille, puis c'est ça qui est la beauté de notre métier, si tu veux. Moi, ma journée, je la passe à parler à des différentes personnes, puis faire de différents projets, des différents tours. Tu sais, c'est super le fun. Mhm. Puis c'est toujours aussi gratifiant lorsque tout fonctionne, le client, tu sais, il achète leur première propriété ou leur 20e, puis tu sais, que tu lâches le coup de fil, puis tu dis, hey, tout est beau, ça a fonctionné. Puis, tu sais, on est là pour ça. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Réellement. Ouais. Réellement. Puis, tu sais, il y a rien de plus gratifiant là, pour que ce soit toi de ton côté du métier ou du mien que d'arriver à aboutir à la fin de la transaction, puis d'ouvrir le champagne. C'est relativement mon moment préféré de la transaction. C'est le pop du champagne. Ça m'amène aussi sur une autre question. J'entends souvent là, dans les hypothèques, dont on sait que des hypothèques, il y en a pour tout le monde. J'encourage vraiment tout le monde à magasiner son hypothèque aussi. Comme on dit, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses. Puis, renseignez-vous. Une hypothèque, ça dure 25 ans. Prenez pas la première qu'on vous propose parce qu'ils vont vous vendre les produits, etc. Allez en voir plusieurs. Servez-vous de chacun pour avoir les taux qu'on vous propose, puis pour avoir un meilleur pouvoir de négociation aussi. Ça risque de vous faire sauver plusieurs dizaines de milliers de dollars sur l'ensemble du prêt immobilier. Euh, Ça m'amène sur l'autre question. Je sais qu'il y a des taux variables, je sais qu'il y a des taux fixes. C'est quoi le mieux? C'est quoi la différence? OK. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on se fait poser très souvent. Tu sais, aussi, c'est quelque chose qui a. C'est pas tout le monde qui est renseigné là-dessus. Puis, on se fie pas mal aussi à notre entourage. Tu sais, il y en a plusieurs qui vont dire hey, moi, je ne touche pas à ça le variable. Tu sais, hey, c'est dangereux, ça fait peur. Tu sais. Ben, en réalité, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Tu sais, chacun a des points positifs, puis chacun a des points négatifs. Tu sais, si on commence, mettons, très rapidement, tu sais, je vais y aller vraiment comme en surface, si on veut. Là. Pour un taux qui est fixe, comment que ça fonctionne pour un produit fixe? C'est qu'il y a plusieurs différences. On va commencer avec ce qu'en est les pénalités. Une pénalité, c'est quoi, premièrement? Ben, une pénalité, c'est du moment qu'on brise son contrat. Tu sais, à même titre que quand on prend un forfait cellulaire, tu prends un contrat de 3 ans, rendu en plein milieu, tu as un appel de Rogers, puis tu es avec Vidéotron, puis là, tu switches à Rogers, tu vas avoir une pénalité parce que tu brises son contrat. OK. L'hypothèque, c'est la même chose. Sauf que quand on a un produit fixe fermé, comme mettons un produit qui est très commun, c'est le 5 ans fixe fermé, ben, si rendu à 3 ans, en plein milieu de 3 ans, puis là, tu dis ah, écoute, moi, je déménage, je veux vendre ma propriété ou peu importe, tu t'en vas avec une nouvelle institution financière. Ben, à ce moment-là, tu auras une pénalité, tu brises son contrat. Comment que ça fonctionne? C'est que pour un produit qui est fixe, c'est qu'ils vont soit vous charger un 3 mois d'intérêt ou ils vont vous charger la différence des taux d'intérêt. Dans le fond, en termes faciles, là, ce que la banque aurait perçu en intérêt la différence, dans le fond, jusqu'à la durée restante de votre terme. OK. Fait que ce qu'ils vont prendre aussi, puis ce qu'ils vont vous charger, c'est le plus cher des deux. T'sais. Fait que très souvent, on va briser son hypothèque, puis ben, s'il reste 2 ans au terme, ça va coûter pas mal plus cher que s'il reste que le 3 mois. Fait qu'ils vont vous charger un 2 ans d'intérêt. Je comprends. Ça, Je puis, comprends. ouais, exact. Puis ça fait des pénalités qui sont quand même assez coûteuses, puis ça peut faire en sorte aussi que vous n'allez pas faire le changement, si on veut. T'sais. Donc, ça, c'était pour les pénalités du taux fixe. Si on regarde pour le taux variable, lui aussi, on a une pénalité si on brise le contrat et qu'il reste 3 ans. Par contre, ben, le taux variable, lui, ça va toujours être un 3 mois d'intérêt. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant parce que, OK. si, admettons que tu achètes une propriété, tu le sais que tu vas déménager peut-être dans 2, 3 ans, ou à même titre, si tu arrives à ton renouvellement, tu sais que tu vas déménager, tu magasines un peu, mais tu n'es vraiment pas pressé. Je vais te conseiller fortement d'y aller avec le taux qui est variable parce que, sachant que tu vas déménager, ben, je ne vais pas venir te conseiller un 5 ans fixe si que je sais que tu vas briser ton contrat et avoir une pénalité salée. Le taux variable, lui, va te procurer une sécurité dans un sens où est-ce que tu vas avoir juste un 3 mois d'intérêt du moment que tu brises ton contrat. OK. Fait que ça, c'est un des avantages du taux variable. OK. Fait que là, de ce que je comprends un peu, c'est qu'il ne faut pas juste regarder le taux qu'on me propose, mais il faut aussi regarder les pénalités si, au cas où je briserais mon contrat. Parce que je lisais dans les statistiques officielles que plus de 70 des hypothèques finissaient en pénalité. Donc, finalement, on a essayé de sauver en gagnant quelques pourcents de taux, mais au final, on se fait ramasser sur la pénalité à la fin.
Donc, on aurait peut-être avantage à regarder un peu aussi, comme on disait au début, notre plan de match, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif pour être encore mieux conseillé par rapport à l'hypothèque qu'on veut choisir. Donc, encore là, c'est très personnalisable selon chacun. Puis, je vous encourage toujours à regarder les meilleures options puis à vraiment vous renseigner sur la démarche à suivre là, sur votre plan de match. Là, on parle de taux rapidement, mais tu sais, je lis beaucoup dans les informations que parle de redresser les taux au Canada. Là. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Oui, effectivement. Mais en même temps, ça va me permettre de terminer là, sur un petit peu la différence entre taux fixe et variable. Okay. Tu sais, pour ce qui en est de la Banque du Canada qui va augmenter leur taux, ce n'est pas une cachette. On sort d'une pandémie qui n'est pas encore complètement terminée. C'est sûr qu'il va y avoir des répercussions. Il y en a déjà sur l'inflation à gauche et à droite, que ce soit l'essence ou la nourriture ou n'importe quoi. Très fort probablement que la Banque du Canada va augmenter leurs taux. Puis, ben, on ne sort pas de cachette. Ils ont déjà fait plusieurs annonces qu'effectivement, ils allaient monter les taux. Ce n'est pas encore arrivé, mais si ça l'arrive, c'est sûr que ça va toucher le taux, en fait, tous les taux. Fait que, ça, c'est sûr. Okay. Mais de là à dire que le taux variable n'est pas plus avantageux présentement, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce que aussi, présentement, les taux variables, ils ont à peu près un 1 ou 1 point quelque chose de différence avec le taux fixe en date d'aujourd'hui. Le taux variable, ce qu'il procure aussi, c'est que présentement, et très fort souvent, il est beaucoup plus bas que le taux fixe. C'est très rare que le taux variable va venir dépasser le taux fixe. Donc, pendant tout le temps qu'il est plus bas que le taux fixe, du moment de la signature, bien, on commence déjà à sauver de l'argent en intérêt, puis rembourser le capital plus rapidement. Tout à fait. Pour revenir un petit peu à ta question, bien, même si la Banque du Canada augmenterait son taux de 0,25 prochainement, ou même si elle irait à 0,50, bien, le taux variable est encore plus avantageux que le taux fixe. OK. Puis mon avis personnel, c'est que je crois que le taux variable va rester encore plus avantageux pendant un certain temps parce qu'il y a de l'inflation à gauche et à droite, les propriétés coûtent plus cher. Je ne pense pas que ça serait dans l'avantage de la Banque du Canada d'augmenter les taux en fou. Je pense qu'ils vont y aller peut-être plus au compte-gouttes, puis voir qu'est-ce que ça fait. Commencer par un petit point 25, bien parfait, comment que le marché réagit. Parce OK. qu'après tout, quand il augmente le taux principal, il n'y a pas juste le taux de l'hypothèque qui augmente. Il y a plusieurs autres choses qui sont affectées par ça. Puis les répercussions, ça peut faire très mal. Après tout, les clients sont des clients de la banque. Ce n'est pas dans leur intérêt de monter les taux en fou puis de perdre plusieurs clients ou causer des faillites ou n'importe quoi. Là. Fait que je crois que le taux variable, présentement, il est plus bas. Puis, il va rester encore plus bas pendant un certain temps. Mais c'est sûr que je n'ai pas une boule de cristal. Je ne pourrais pas dire si l'année prochaine ou l'autre d'après, le taux variable va dépasser le taux fixe. Mais ce que je sais, c'est qu'en date d'aujourd'hui, taux variable, vous remboursez votre capital plus rapidement. Ah ouais, OK. Puis, dans le fond, mon taux variable, est-ce que c'est possible? Moi, j'ai signé une hypothèque à 1,14 Est-ce que c'est possible que mon taux variable monte à genre 3 d'un coup comme ça? Non, il ne va pas d'augmenter à 3 d'un coup. Comment que ça va fonctionner? C'est que le taux variable, il suit très fortement le taux de la Banque du Canada. Fait que, règle générale, il augmente le taux de 0,20 à coup de 0,25. OK. Ça va prendre, vous allez le voir venir. Peut-être pas, si vous ne suivez pas ça, vous n'allez peut-être pas le voir venir, là, mais dans le sens que vous allez voir que ça va augmenter de 0,25. Puis ça, peut-être d'un autre 0,25. Puis après ça, d'un autre 0,25. Puis après ça, d'un autre 0,25. Il y a toujours aussi le choix du taux variable. Un des avantages, si on veut, c'est qu'on peut même transformer le taux variable en taux fixe. Fait que si jamais pour vous, c'est quelque chose qui commence à vous stresser, tu voyez, ça fait une couple de fois que ça l'augmente, vous pouvez toujours appeler votre institution financière et dire Hey, écoutez, moi, j'aimerais ça transformer mon taux variable en taux fixe. Par contre, ils ne vont pas prendre le taux que vous avez présentement variable. Je donne un exemple, vous l'avez à 1,45. Ils ne vont pas dire bon, c'est parfait. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir 1,45 gelé sur la durée du terme qui vous restait. Non. Parce que sinon, ça serait trop facile. Il y aurait trop de personnes qui commenceraient jour 1 prendre un taux variable. Le lendemain, ils rappellent à la banque, ils disent hey, finalement, tu sais quoi, je vais le mettre en 5 ans fixe fermé. Ouais, ça ne ferait pas de sens. Ça ne ferait pas de sens. Ça ne ferait pas vraiment de Fait sens. qu'ils vont dire bon, ben, c'est parfait, donc il vous reste 3 ans. Nous, on va se prendre le taux fixe en date d'aujourd'hui, le 3 ans, puis ça va être votre nouveau taux. Il n'y a pas vraiment de négociation qui se fait, ça va être vraiment le taux du jour, si on veut. OK. Fait que là, maintenant, je comprends un peu mieux. Je comprends que si je signe avec un taux variable au tout début,
Puis pendant quelques années, le taux variable est encore plus avantageux que le taux fixe, mais qu'au bout des 5 ans, le taux variable est un peu plus cher que le taux fixe. Ce n'est pas la fin qui est importante, c'est la moyenne un peu du taux variable. En général, elle sera souvent en dessous de celle du taux fixe. Puis en plus, les pénalités sont relativement plus avantageuses sur le taux variable. C'est juste que c'est moins stable, on va dire. Tes paiements peuvent varier, alors qu'au fixe, ils ne varient pas. Donc, comme ça, on peut vraiment se faire un budget. Donc, encore là, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Si on a un budget fixe à l'année, c'est peut-être mieux d'y aller sur un fixe, même si on paye un peu plus cher, mais on n'aura jamais de mauvaises nouvelles, alors qu'on peut aussi suivre sur le variable. Tu sais. Donc, Oui, bien, ouais. je vais faire une parenthèse Ouais, aussi, vas-y. parce que aussi une chose qui est méconnue, c'est que le taux variable, on peut aussi geler ses paiements. Dans OK. le fond, j'ai certains de mes clients qui, moi, ce que je leur suggère, c'est qu'en date d'aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'avoir le taux fixe. Tu sais, eux, avoir, n'importe quoi, un taux de 2,95, ils sont à l'aise avec ça. Le paiement, ce n'est pas quelque chose qui leur fait peur. Par contre, le taux variable, c'est quelque chose qui leur intéresse beaucoup à cause de la flexibilité. Ben, il y a certains de mes clients qui me disent hey, moi, j'entends, j'aimerais ça payer un petit peu plus cher, mettre mon paiement comme si j'avais un taux qui était fixe, Mhm. mais en prenant le taux variable. Fait que ça, c'est une super idée parce que à chaque paiement que vous allez faire, vous allez payer comme si vous avez un taux fixe à 2,95, alors que présentement, vous avez un taux en réalité qui est à 1,43. Bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que vous remboursez votre capital beaucoup plus rapidement. Puis le seul moment que votre paiement va changer, c'est si le paiement minimum, admettons que le taux variable augmente, puis que le paiement minimum devient plus élevé que ce que vous avez fixé, bien là, votre paiement va changer. Mais sinon, vous allez payer comme ça vient un taux fixe. Puis tant et son temps que le paiement minimum ne dépasse pas ce paiement fixe que vous avez fixé, bien, votre paiement ne va pas changer. Puis en OK. plus, vous remboursez votre capital plus rapidement. OK. Donc, Il y a beaucoup d'alternatives. C'est sûr, ça dépend du projet, ça dépend. Je ne conseille pas ça à tout le monde non plus. Fait que, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. C'est OK. pour ça que le spécialiste qui est là pour vous guider dans toutes ces options-là, parce que là, on en a juste regardé quelques-unes, mais il y a beaucoup d'options comme ça, des petits tours que monsieur, madame, tout le monde ne connaissent pas nécessairement. Puis nous, notre travail, c'est de regarder avec vous, bien, c'est quoi votre projet, c'est quoi où est-ce que vous voyez dans 5 ans, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce but-là. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir avec une idée déjà en tête. Ils me disent bon, ben, salut, moi, je veux un taux fixe, 5 ans, avec telle chose, telle chose, telle chose. Bien, moi, je vais regarder le dossier. C'est pour ça que je vais confronter un petit peu le client. Je vais dire parfait, mais pourquoi vous voulez ça? Puis là, s'ils me répondent, ben, c'est juste que je suis à l'aise avec ça et tout ça, mais je vais quand même regarder avec eux. Parfait, vous êtes à l'aise avec ça, mais vous voyez où dans 5 ans? Le client qui vient me voir me dit moi, je prends tout le temps un 5 ans fixe fermé, mais qui me dit que dans 3 ans, il déménage. Ben, peut-être que le 5 ans fixe, c'est peut-être pas la meilleure idée pour toi. mais Tu sais, s'il il y ne a sait pas, il ne peut plusieurs pas le choses. savoir. Pardon? S'il ne sait pas, il ne peut pas le savoir qu'il y a Ben, d'autres options. exact. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je vais quand même prendre un moment. Je vais dire, écoutez, monsieur ou madame la cliente, je vais prendre un moment avec vous, puis je vais vous expliquer les différences, puis moi, ce que je conseillerais. Après ça, vous prenez la décision que vous voulez. Par contre, je veux que vous preniez la meilleure décision pour vous, puis je veux que vous sachiez exactement tout ce qui est possible pour vous. Après ça, moi, mon travail est fait. Tu sais. J'ai répondu à vos questions, je vous ai guidé, je vous ai conseillé. Vous prenez la décision que vous voulez parce qu'à la fin, c'est votre hypothèque. Tu sais, c'est vous qui décidez. Par contre, moi, après ça, je me sens pas mal si jamais vous dites hey, j'entends, tu ne nous avais pas dit ça. Hey, j'entends avoir su, j'aurais peut-être pris ça. Ou que tu me rappelles parce que finalement, tu déménages puis tu me dis hey, aïe, je ne pensais pas avoir une pénalité comme ça. Tu sais? Fait que c'est ça que mon travail, c'est de te guider, te conseiller, puis t'expliquer vraiment tous les petits points que quand c'est écrit en petits caractères 10 sur ta feuille, que tu ne prêtes pas attention. Je C'est comprends. pour ça que vous devez aussi, pas juste magasiner le taux, mais magasiner aussi votre personne. Tu sais, moi, j'ai des clients avec qui je m'entends super bien, puis il y en a aussi d'autres. Tu sais, c'est sûr que tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Fait que c'est vraiment de trouver la personne avec qui tu t'entends bien, puis la personne que lorsque tu as une question, que tu aies acheté avec cette personne-là ou que tu n'aies pas acheté avec cette personne-là, ou que c'est un projet à venir, bien, cette personne-là, tu sois à l'aise de l'appeler et de poser n'importe quelle question. Fait que c'est ça que tu dois magasiner avant ton taux. Parce que les taux, ça se ressemble partout. Oui, tu vas avoir des taux affichés plus haut, moins élevés. Il y a toujours des demandes d'exception, il y a toujours des promotions en cours. Tu peux toujours magasiner ça. Tu sais. Mais c'est vraiment de regarder avec qui je m'entends bien, puis qui répond le mieux à mes questions, puis pourquoi je devrais faire affaire avec cette personne-là.
C'est sûr que quand on part en business comme ça, qu'on veut acheter, etc., c'est un gros achat. Puis la chose la plus importante, c'est de s'entourer de personnes de confiance qui vont nous mettre dans les meilleures situations possibles. Donc, c'est vraiment important quand on fait un achat immobilier, c'est des milliers, des milliers, des milliers de dollars, de vraiment bien s'entourer avec les professionnels avec qui ça connecte, avec qui on a de la facilité à parler. Il n'y a que du bon qui peut sortir de ça, puis vous allez être encore mieux conseillé. Donc, bien choisir son courtier hypothécaire. Je mets ça dans la liste aussi. Exact. Super, mais en parlant justement, tu me parlais, tu as, plein de clients, puis chaque hypothèque est différente. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote d'un client un peu plus compliqué ou peu importe, là, ou des victoires que tu as eues avec des clients, une petite histoire de travail là, qui pourrait intéresser les gens? Oui, ben, il y en a plusieurs. Tu sais, c'est sûr que chaque dossier, comme tu l'as dit, est très différent. Je te dirais, tu sais, ceux qui sont le plus le fun, c'est quand que tu te casses un petit peu la tête. Tu sais, nous, notre travail, c'est un peu jouer comme à Tetris. Il faut bien que tu places les choses, puis que tu rentres bien dans le calculateur, tu saches prendre en compte les bons revenus, puis comment bien monter un dossier pour que ça soit solide. Parce que à la fin de la journée, ce n'est pas moi, Jonathan, qui prend la décision parfait, est-ce que ce dossier-là, il passe ou ne passe pas. C'est vraiment, comme j'aime le présenter, c'est que moi, je suis un petit peu comme l'avocat du diable. Je vais être avec vous contre mon institution, si on veut. Ben, je travaille avec cette institution-là, mais tout de même, il faut que je monte le dossier le plus solide possible pour que eux, quand ils lisent ça, eux, ils ne vous connaissent pas. C'est moi qui vous connais. C'est avec moi que vous avez procédé. C'est moi qui connais votre histoire, pourquoi il y a des retards de paiement et pourquoi il y a eu plein de choses comme ça. Ben, c'est moi qui monte le dossier pour qu'ensuite de ça, l'approbateur ou l'assureur lise ces notes-là et qu'ils font OK, ben tu sais quoi, j'entends me donner confiance en ces personnes-là. C'est ça mon travail, c'est de monter un bon dossier solide. Puis, tu sais, c'est pour ça que des fois, tu vas recevoir plusieurs appels de ton conseiller ou tu vas faire aïe, c'est fatigant, il me demande plein de documents. C'est sûr que je vais te demander plein de documents. Peut-être à certaines personnes, je vais demander moins de documents, mais d'autres personnes, je vais te demander plein, plein, plein de documents. Puis la raison pour laquelle je fais ça, ce n'est pas pour t'agacer ou te faire chercher dans tes documents pendant des heures. Là. C'est parce que je veux monter le dossier le plus solide pour que quand tu veux aller acheter quelque chose, qu'il n'y ait pas de Hey, tu sais quoi? Non, c'est pas assez solide. Moi, mon but, là, c'est de monter une brique puis d'envoyer ça à l'approbateur pour qu'il fasse juste pouvoir, qu'il voit ça, qu'il fasse OK, j'accepte. Il y a juste un stamp à mettre à la fin. Boum! Exactement. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas pour agacer les clients que je vais demander avis de cotisation, état financier, les bails locatifs, tous ces documents-là. C'est vraiment parce que, écoute, moi, je veux donner ça à l'approbateur, puis que l'approbateur fasse parfait, il n'y a pas de, de, De de chance que problème. ça se fasse refuser. Fait que c'est pour ça. Mais des éléments des petites victoires, comme, comme je les appelle, ben, c'est des clients qui viennent me voir qu'ils veulent acheter quelque chose, puis présentement, ils ont trop de dettes, puis que je trouve des solutions comme, ben, parfait, écoute, tu as un chalet à Saint-Bruno, ben, écoute, on va refinancer lui pour rembourser toutes tes cartes de crédit, on va rembourser aussi ta voiture, ça, on va le laisser vous faire, on va juste diminuer la limite. C'est jouer un peu à Tetris, jouer avec les chiffres pour qu'à la fin de la journée, tu puisses acheter. Je comprends. C'est plus ces petites victoires-là, je te dirais, qui font une différence. Parce que je pourrais donner des exemples très concrets, mais c'est juste que c'est un peu du jargon, puis je ne pense pas que les personnes qui nous écoutent vont tout comprendre nécessairement. Mais ouais, c'est vraiment de jouer avec les chiffres, puis jouer au bon Tetris. OK, fait que vraiment ton métier, c'est de te casser la tête pour résoudre des dossiers, pour monter les dossiers les plus solides pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après, puis que tout soit approuvé, puis que tout le monde au final soit content, que ce soit l'institution au niveau du dossier ou du client au niveau de ce que lui a eu. Donc, toi, à la fin, c'est ta satisfaction, c'est ta paye aussi. Puis, c'est ce qui fait que les gens vont faire affaire avec toi aussi, là. Euh, Exact. J'entends souvent parler, quand on fait de l'investissement immobilier, de refinancement, de réhypothéquer. Est-ce que tu pourrais un peu m'aiguiller sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. En fait, un refinancement, c'est quoi? C'est, dans le fond, on va chercher la valeur nette de la propriété que vous avez. Dans le fond, je vais vous mettre ça en termes très faciles. Le prêt hypothécaire, c'est de l'argent que l'institution financière, le prêteur, vous passe pour acheter la propriété.
Le montant de la mise de fonds, c'est dans le fond ce qui vous appartient sur la propriété. Tout à fait. Puis un refinancement, comment que ça fonctionne? C'est que, admettons que vous avez un solde hypothécaire de 100 000, puis que la maison en valait 400 000, bien, nous, le refinancement, on peut toujours aller chercher jusqu'à 80 de la valeur de la propriété. OK. La nouvelle valeur de la propriété, donc admettons, je l'ai acheté à 300 000 en 2000, puis en 2010, ça vaut 500 000. Donc, le 80 que tu parles, c'est sur le 500 000, c'est ça? Exactement. Fait que, OK. mettons, si on regarderait pour 500 000, ça veut dire qu'on aurait un 400 000 de jeu, fait que 80. Fait à ça, on soustrait, mettons, le 100 000 d'hypothèque. Ça veut dire qu'on aurait un 300 000 que si les ratios le permettent, bien entendu, qu'on pourrait aller chercher. Puis ce 300 000-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez mettre ça comme mise de fonds sur un nouveau projet. Vous pouvez faire des rénovations. Vous pouvez faire remboursement de dette. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Fait que ça, c'est un outil qui est super intéressant pour les investisseurs ou les personnes qui. J'ai beaucoup de mes clients, mettons, je donne un exemple. C'est le COVID, ça l'a fait mal, on s'est un petit peu comme endetté. Présentement, en paiement comme fixe mensuel, si on veut, tu as les paiements de marge de crédit qui passent, je n'importe quoi, un lundi. Après ça, tu as les remboursements de tes cartes de crédit qui, eux, c'est le mercredi. Tu as ton prêt hypothécaire qui passe le vendredi. Tu as ta voiture qui, elle, passe le samedi. Tu as plein de paiements à gauche et à droite à des pourcentages de 14 18 9 ça fait beaucoup de paiements, puis ça coûte très cher en intérêt, puis ça fait beaucoup d'argent mensuellement. Parce que ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est juste de réhypothéquer la propriété pour aller rembourser toutes ces dettes-là. Puis maintenant, vous ayez un seul paiement par mois qui passe. Vous avez un meilleur cash flow, vous pouvez investir cet argent-là, que ce soit dans une cotisation REER, un CELI, Bitcoin, n'importe quoi. Une autre propriété, parce Oui, que c'est ça. souvent, Ben, admettons que moi, j'aurais mon hypothèque, mais contrairement à l'exemple que tu as donné, je n'ai pas de problème. Mes paiements sont de même. J'ai pris mon petit route de vie. En faisant un refinancement, puis en allant chercher une grosse somme, relativement grosse somme, je pourrais prendre cette somme-là, puis m'en servir comme mise de fonds ouais, sur un immeuble à revenus, un duplex, un triplex, un quatreplex, peu importe. Donc, en partant d'un premier achat que je ne vends pas nécessairement, je le garde, je vais chercher une mise de fonds pour partir d'autres projets aussi. Puis, est-ce que le refinancement peut être fait sur mon deuxième projet plus tard également? Oui, exactement. Du moment qu'on a, dans le fond, on peut toujours aller refinancer à 80. Fait que du moment qu'on a assez d'équité sur la propriété, on peut toujours aller refinancer. OK. Mais une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il faut toujours que ça passe dans les ratios. Ça, c'est sûr, parce que veut pas, on refinance la propriété, mais on va aller chercher une valeur d'hypothèque qui est plus élevée, c'est-à-dire un paiement qui est plus élevé. Ça veut dire que dans nos ratios, on n'oublie pas qu'on divise les passifs, si on veut, divisé par votre revenu. Fait que oui, on ne va pas devoir oublier de prendre en considération qu'effectivement, on va refinancer, mais l'hypothèque va coûter plus cher, puis en plus de ça, on ajoute une nouvelle hypothèque. OK. C'est pour ça qu'on est là, nous aussi, encore une fois, les spécialistes, notre Exactement. travail, c'est savoir, parfait, mais voici le maximum que tu peux aller réhypothéquer pour faire un maximum de temps, pour que tout Exact. fonctionne. C'est comme jouer aux échecs, comme on a dit plus tôt, c'est vraiment de bien placer ses pions pour être certain que si on fait ce move-là, ça ne va pas nous bloquer quand on veut faire le prochain. Fait que c'est toujours de rester stratégique puis d'avoir justement une bonne relation avec ton conseiller. Moi, j'ai souvent de mes clients qui m'appellent un lundi soir, 9 h. Le soir, il m'appelle, il me dit Hey Joe, il dit, je suis centriste, là, il dit, j'ai rien à faire, j'ai vu un duplex que j'aime, tu penses que je peux me permettre ça? Je dis Attends un peu, donne-moi une seconde, j'ouvre le dossier, je vais juste sortir ma calculatrice, je calcule très rapidement. Je dis présentement, il faudrait qu'il y ait des revenus de temps dessus. OK. Ou, ah ben non, celui-là, il n'est pas tant rentable, moi, je te conseille d'attendre. C'est de regarder vraiment comment bien placer ses pions pour être certain qu'on progresse dans la partie, si on veut, puis qu'on Ouais. ne soit pas bloqué. Puis du côté aussi, pour chercher l'immeuble à revenu, n'oubliez pas qu'il y a des courtiers immobiliers qui sont là pour ça également. Puis on connaît le marché sur le bout de nos doigts, on sait quel chiffre fait du sens et où. Et c'est pour ça aussi que nos métiers sont très compatibles. En fait,
On se connaît tous les deux, on s'appelle énormément, on parle beaucoup de tous nos dossiers, de tous nos clients, etc. Tu as réussi à faire passer la totalité des dossiers que je t'ai envoyés pour mes clients. Puis, tu sais, de l'autre côté, les dossiers étaient toujours bien montés, puis les chiffres faisaient du sens au niveau de ce que les clients achetaient aussi. Donc, c'est vraiment de vraiment bien vous entourer encore ça, je leur dis, mais avec des gens de confiance, des professionnels qui ne coûtent rien en plus de votre poche. Je veux dire, c'est comme ça qu'on monte un beau parc immobilier, puis qu'on fait grimper notre portefeuille sur le long terme. Puis c'est super important. Regardez, comme on disait, avec une propriété, on refinance, on en achète une deuxième. La deuxième se paye un peu avec les revenus qui rentrent. Puis de là, tout ça continue à prendre la valeur sur le temps avec votre compte en banque, même si vous avez des paiements tous les mois, la valeur de vos capitaux prend des intérêts sur le long terme. Donc, c'est vraiment fou, en fait, de pouvoir partir juste d'un premier achat puis de pouvoir se rendre aussi loin avec tous les leviers que la banque offre, comme le refinancement, etc. Donc, c'est super intéressant, puis c'est beaucoup plus complexe que les gens pensent. Puis je pense que beaucoup de monde ne sont pas au courant de tout ce qu'on peut faire, puis de toutes les possibilités, puis d'à quel point on est là pour se casser la tête pour eux, tu sais. Ouais, ben, puis aussi, ce que je voulais rajouter, tu sais, c'est qu'en plus, une raison pour bien s'entourer aussi, c'est que, tu sais, comme là, présentement, aujourd'hui, tu sais, on parle moi et toi, mais tu sais, j'y vais très en surface, tu veux. Tu sais, il y a des choses comme beaucoup plus compliquées que, tu sais, comme présentement, je n'expliquerai pas parce que la vidéo prendrait, tu sais, 8 heures, là. C'est Tu clair. sais, il y a toujours des moyens, tu sais, on parlait de refinancer, mais tu peux refinancer ton hypothèque qui était sur, il te restait 20 ans, tu peux la remettre sur 30 ans au lieu de, tu sais, le classer 25 ans pour adoucir les, tu sais, les paiements. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs. Tu sais, les montants de la mise de fonds, ben, il faut savoir que pour la première tranche de 500 000, on demande un 5 mais après ça, pour le reste, c'est un 10 de la valeur qui excède 500 000. Fait que, tu sais, il y a plusieurs petits points qu'on ne passera pas dessus aujourd'hui, tout simplement parce qu'on veut garder cette vidéo-là assez simple, puis Exactement. constructif, et assez pour que, tu sais, on comprenne bien. Mais il y a plein de détails que c'est difficile de tout savoir, puis pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde des informations sur Internet à gauche et à droite, parce qu'il y a plusieurs sites qui vont vous dire des choses différentes. Puis ça dépend de l'institution financière, puis ça dépend de votre projet, puis beaucoup de choses. Tu sais. Puis c'est pour ça que les spécialistes, on est là pour qu'on prenne ce stress-là, qu'on le mette sur le dos, puis que vous ne soyez pas stressé, puis que vous ne cassez pas la tête. On est des professionnels, ça ne vous coûte rien, puis c'est ça notre travail. Tu sais. Exactement. Puis, tu sais, c'est clair que le but de mes capsules vidéo, c'est pas de rentrer profondément, c'est plus de renseigner un peu les gens qui n'auraient pas eu la chance d'avoir des cours de finance ou peu importe, puis de pouvoir enseigner. Mais sachez que c'est encore plus complexe, puis les dossiers peuvent être encore poussés beaucoup plus loin que juste ce qu'on est en train de dire là. Ça va vraiment loin, puis tout ça pour vous faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter qui pourraient intéresser les gens aussi. Ben, tu vois, pour aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on a fait quand même un beau petit tour. Fait que, tu sais, je pense que je vais juste terminer ça sur un petit récapitulatif de les marches à suivre, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui Exactement. sont à l'achat de leur première propriété ou de leur neuvième propriété. Tu sais, fait que la marche à suivre, ça serait vraiment comme, premièrement, aller voir son spécialiste hypothécaire pour avoir une estimation ou une préqualification pour garantir un taux pour les 120 prochains jours, 90 prochains jours, tout dépendant avec qui vous faites affaire. Ensuite de ça, c'est de vous trouver votre courtier immobilier de confiance, fait que Kevin. Puis après ça, ça va être vraiment de bien magasiner, suivre les conseils de votre conseiller hypothécaire et votre courtier immobilier pour quelque chose de raisonnable qui respecte vos critères et tout ça, qui va vous faciliter beaucoup la tâche et stresser moins, puis beaucoup d'avantages si on veut. Exactement. Ça amène que des avantages, en gros. Là. Ouais. Exactement. Puis après ça aussi, je pense quelque chose qu'on a oublié de parler, c'est aussi les frais reliés à tout ça. Mettons, comme souvent, mes clients ils disent ah, mais tu sais, rendu à la signature, une fois que mon offre d'achat est acceptée, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les frais reliés à ça? Il faut savoir qu'on a toujours les frais d'évaluation à payer qui, règle générale, sont à peu près un 300 les frais de notaire qui peuvent être entre, je dirais, 1000 et 1005 tout dépendant de ce qu'on fait puis avec qui qu'on fait affaire. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez négocier avec votre spécialiste hypothécaire. Souvent, on a des promotions en cours pour payer les frais de notaire ou les frais d'évaluation. C'est quelque chose aussi qui est à magasiner.
Ensuite de ça, si on a un prêt qui est assuré, donc avec la SCHL, il faut savoir qu'au notaire, il va toujours avoir une partie à payer. Là, c'est un 9 du total de la prime. Tout à fait. Fait que ça, c'est quelque chose à savoir. Exactement. Ouais, fait que ça, c'est important à savoir aussi. Puis, tu sais, il y a plusieurs autres petites affaires comme ça, mais je pense que comme ça, on a un bon petit début. Je pense que vous allez être plus renseigné. Puis, je Exactement. pense que c'est un bon début, là. Ouais. Exactement. Donc, comme tu disais, je me suis perdu. Ben c'est ça, ouais. On en parlait tantôt. Là, en tout cas, je vais couper jusqu'à temps que ça me revienne comme du monde. Mais, Ouais. boy. Taffe un peu de bord. Ouf. Hein? Laisse-moi taffe un peu, là. Ouais, vas-y, vas-y. Ben, parce que c'est ça, moi, quand tu puffes ou j'aime-toi pas, je laisserai de même la plupart du temps, mais si je vois qu'on est en train de puffer, etc., je vais zoomer sur l'autre. Fait que quand tu Mhm. parles, puff pas, ben, en même temps, ça, je vais voir que je vais faire le même. Ah, c'est ça. Mais non, c'est correct, tu peux puffer. Puis des fois, je puff, c'est ça, mais c'est parce que je vais mettre la caméra sur toi. Je vais Exact. faire mes affaires. Mais on peut se faire un point final, là, penser à quoi pour finir, Mais mais oui. c'est pas quelque chose. Oh, on oublie de parler aussi des revenus, tu sais, l'emploi stable, tout Ben, ça. on en a parlé. On avait parlé aussi des coûts un peu, mais plus par rapport à toi. Mais oui, tu as bien fait de regarder les coûts, etc. Mais tu avais parlé de quoi, tu dis? Admettons, travailleur autonome, je peux-tu m'acheter quelque chose, tu sais, ces affaires-là? OK, oui. OK, ben là, on peut faire une petite section que je vais caler entre les trucs, ou sinon, ça sera juste un clip TikTok si tu veux. Mais, Ouais. OK. Genre une petite capsule travailleur autonome, genre, ou Oui, OK, nouvel c'est ça. Ben, emploi. c'est simple, je le suis, fait que ça va tellement être facile de t'amener là-dedans. Vas-y, pas, prends 2 secondes, puis on va y aller. Ouais. Puis sinon, après ça, je pense qu'on a parlé quand même de pas mal d'affaires, là. On a parlé beaucoup de choses, puis tu sais, je vais tout arranger pour que ça fasse du sens aussi, mais pour vrai, je pense que c'est quand même. C'est pas parfait, puis il n'y a aucune entrevue d'1 heure et demie qui est parfaite, là. Ouais. Mais c'est très bien. Là. Je trouve qu'on a touché beaucoup de points vraiment sensibles. Fait qu'on aura quelque chose de nice. Fait que je pourrais. OK, fait qu'il me faut on parlait d'un travail stable tantôt, rapidement, mais on parlait du taux d'endettement plus qu'autre chose. Fait que là, je vais poser pour ma situation. Fait que dès que tu es prêt, tu me le dis. Ouais, t'as peu. Juste aller checker voir si ma blonde m'a pas texté. OK. All right. J'avais une autre question aussi qui touche peut-être un peu moins de monde, mais qui touche quand même une bonne partie des gens. Moi, je suis travailleur autonome, tu sais, fait que je n'ai pas d'emploi stable. Je ne peux pas dire que tous les ans, je vais gagner tant par année. Moi, ça change. Travailleur autonome, est-ce que la banque serait capable de m'accorder un prêt, sachant que je n'ai pas un travail stable? Comment ça fonctionne dans ma situation? Ouais, ben en fait, je vais vous donner comme un petit peu comment que nous, on regarde les emplois. Comme ça ne va pas juste toucher les travailleurs autonomes, mais aussi savoir, tu sais, mettons, monsieur, madame, qui viennent de changer d'emploi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la même job, j'ai plus le même revenu. C'est quoi qui se passe? Fait que, je vais faire un petit topo, règle générale, comment que ça fonctionne. Fait que j'ai commencé avec les travailleurs autonomes, comme tu m'as dit. Travailleurs autonomes, c'est sûr, j'en suis un, t'en es un. On a des revenus qui changent énormément, tout dépendant des transactions. Chaque semaine, ça va être des payes, des fois qui vont être à zéro, des fois, ça va être des payes à 10 000. Tout dépend. À la fin de l'année, cette année, très fort probablement, tu n'auras pas le même salaire que l'année prochaine, mettons. Ouais. Fait que comment on regarde ça? C'est que, premièrement, eux, ils aiment la stabilité. Fait qu'ils vont devoir regarder, bon, ben, parfait, en moyenne, tu fais combien d'argent par année? Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander, règle générale, 2 ans d'antécédent. Fait qu'une fois que ça va faire 2 ans que tu es travailleur autonome, peu importe le domaine, ils vont faire, bon, mais parfait, écoute, tu as une année que tu as fait, n'importe quoi, 100 000, l'autre année d'après, tu as fait 120 000, faire une moyenne des deux, puis ils vont dire, bon, mais parfait, écoute, ton salaire qu'on prend en compte, c'est à peu près un 110 000 annuel. Pardon. Fait que c'est ce qu'ils vont regarder pour les travailleurs autonomes. Fait qu'ils vont toujours demander 2 années d'antécédents. Puis là, ben, la documentation reliée à ça, c'est pas super important, mais chaque, dans le fond, prêteur va vous demander souvent la même documentation. Fait que les derniers avis d'acquisition, les états financiers, des trucs comme ça. OK. Pour ce qui en est de monsieur, madame qui viennent de commencer un nouvel emploi, eux, ce qu'ils vont demander, c'est que vous ayez un emploi qui est permanent. OK. Fait que si tu as un emploi que, souvent, tu vas rentrer un nouveau poste, puis ils vont te dire, bon, ben, parfait, écoute, tu as une période probatoire de 3 mois.
Fait que pendant cette période probatoire-là, ils peuvent te mettre dehors si jamais il se passe quelque chose. Ouais. C'est très rare que ça arrive, mais tout de même, les prêteurs vont te demander, par contre, que tu aies l'emploi qui est permanent. Fait que tant que tu ne sois pas permanent, on ne va pas pouvoir prendre ton revenu en compte. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Fait que c'est s'assurer d'avoir une lettre d'emploi qui stipule, bon, ben, écoute, Kevin, tu es employé permanent à telle entreprise, tu as un taux horaire de temps ou un salaire annuel de temps, post-temps plein. Fait que c'est ce qu'ils vont demander. Donc, en gros, là, moi, j'ai un de mes amis qui est sorti de l'école récemment en tant que policier. Là, il s'est trouvé un emploi, puis on s'entend que policier, c'est un emploi de carrière, tu sais. Fait que Ouais, lui, même en sortant de l'école, puis il n'y a pas 2 ans, avec une lettre comme quoi il est permanent, pourrait directement être éligible à un prêt, c'est ça? exactement. Ouais. Parfait. Fait que ça, c'est super, super intéressant. Aussi, une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que les prêteurs vont prendre seulement ce qui est déclaré. Fait que, tu sais, mettons un travailleur autonome qui passe énormément de dépenses, puis qu'à la fin de l'année, il se déclare un salaire de, je ne sais pas, 30 000 Bien, nous, même si tu as fait 110 000, on va prendre ce qui est déclaré. Fait que, tu sais, à même titre que les serveurs qui ne déclarent pas tout leur type, tout dépendant de où est-ce qu'on travaille, ben, ce qui va être déclaré sur ton avis de cotisation, c'est ce qu'on va prendre en compte. Fait que, ça peut causer des problèmes pour certains. La même chose que les propriétaires d'entreprise et tout ça. Nous, on se fie sur ce qui est déclaré. Fait que, c'est là aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Fait que oui, des fois, ça peut être intéressant aux yeux de l'impôt, déclarer un petit peu moins, se faire ramasser un petit peu moins, là, si on veut, en bon québécois. Mais tout de même, ça peut vous bloquer à certains processus comme l'achat d'une propriété. Je comprends, ouais. Ouais. Mais ouais, pour les emplois, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. OK. Ouais. OK. Mais écoute, moi, j'ai pas réellement d'autres questions qui me viennent en tête là. De manière générale, je pense qu'on a répondu à beaucoup d'aspects. J'encourage toujours les gens, si vous avez des questions, quelque chose, une situation qu'on n'aurait pas répondu aujourd'hui puis que vous aurez besoin de plus de réponses à ça, vous pouvez nous écrire tout le temps. Je vais déposer nos liens en haut de nos têtes ici pour pouvoir nous rejoindre, mais aussi n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. On est partout, que ce soit YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. On est partout, donc vous pouvez nous trouver très facilement. Puis, comme vous pouvez voir, on est des gens très accessibles. Ça va nous faire plaisir de se renseigner sur vos dossiers, puis éventuellement de faire affaire ensemble pour le bonheur de tout le monde. Donc, je te remercie, Joe, de ton temps si précieux. Je sais que tu as beaucoup de dossiers à traiter. Puis, ça me fait vraiment plaisir là, que tu t'aies pris de ton temps pour venir sur ma capsule vidéo, essayer de renseigner un peu les gens. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont nous écouter toujours, mais qui vont aussi apprendre de tout ce qu'on a dit, puis que ça pourrait peut-être ouvrir des petites portes dans vos têtes là, en disant que réellement, l'investissement immobilier vaut vraiment la peine. Vous pouvez contacter Jonathan ou moi-même, ça va nous faire plaisir. J'ai envie de te souhaiter une belle journée. Toi aussi, puis merci à toi pour ce temps-là. C'était super agréable. Puis, Ben comme oui, tu a dit, si jamais vous avez des questions, n'importe quoi, aujourd'hui, on est allé vraiment comme en surface pour ne pas vous faire une vidéo de 8 heures, mais pour des cas plus particuliers, des investisseurs qui ont plusieurs aussi, duplex, triplex et tout ça, c'est sûr que des certaines choses qu'on n'a pas survolées puis que ça change selon votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Comme Kevin a dit, on est super rejoignable, c'est super facile. On a nos réseaux sociaux, site web et tout ça. On va répondre à toutes vos questions. Puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Sinon, Kev, je te souhaite une super belle journée. C'était super le fun. Puis c'est toujours un plaisir là, de jaser, quoi. mais c'est un moment partagé, mon beau. Puis j'espère qu'on va continuer à s'appeler. De toute façon, on doit s'appeler bientôt. J'ai des dossiers pour toi. Donc, merci encore. Puis passe une belle journée. Pareillement. All right. Bye. Merci.